Bonjour et bienvenue dans cette formation à Internet. Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Plusieurs définitions existent. Autoroute de l'information, village à l'échelle planétaire, réseau universel. Le petit gars du Père Noël est une ordure a raison. Je devrais m'acheter peut-être un ordinateur avec du Internet dedans. Et voilà les enfants, vous pouvez jouer à Disney. Ho, 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 ho. Et puis je m'aperçois que j'ai claqué 15 000 francs dans un ordinateur avec aucun autre programme que celui-ci pour le faire fonctionner. Vous venez d'acheter un Macintosh à prix d'or et vous ne savez pas quoi en faire. J'ai en effet acheté un Macintosh à prix d'or et je ne sais pas quoi en faire. N'en jetez plus. J'ai pour vous toute une ribambelle de CD avec des centaines et des centaines de mégaoctets de programmes pour vous. Et ça veut dire quoi des mégaoctets de programmes? Ça veut dire beaucoup. Et vous me filez des programmes pour ordinateur comme ça, gratuitement? Pratiquement, oui, à une condition. S'ils vous plaisent, vous devez payer leurs auteurs qui ont fait l'effort de se doxer eux-mêmes. De ce quoi? Oh, rien, c'est comme pour les pages blanches. Mais comment je fais pour les payer? C'est pas mon problème, ciao! Et oui, au début des années 90, les lecteurs de CD-ROM multimédia commençaient à se démocratiser, et il fallait débourser la bagatelle de 3000 francs pour un lecteur CD à double vitesse. Ne parlons pas des ordinateurs avec lecteur intégré comme Apple qui sort son Macintosh 2VX en 1992, qui coûtait quasiment 25 000 francs à sa sortie, et qui s'avère au final aussi puissant qu'un LC2 2 fois moins cher pour une configuration presque identique, à cause d'un choix technique qui bridait le processeur de 32 MHz, ce qui était une cadence phénoménale pour l'époque. Le CD avait un avantage, il pouvait contenir jusqu'à 650 mégaoctets de données, mais peu de logiciels exploitaient vraiment cette capacité, hormis les jeux en FMV dont le format des vidéos ne comprenait pas encore le concept de compression. Et autant c'était une bonne chose de faire acheter des ordinateurs, autant c'en était une autre de nourrir sa bécane avec des programmes, surtout quand le PK moyen ne savait pas quels étaient les meilleurs programmes dans un domaine bien précis. J'ai un logiciel bureautique qui s'appelle Ragtime. C'est bien ça? C'est alors que les magazines informatiques de l'époque eurent une idée géniale. Fournir à leurs lecteurs des CD bourrés de programmes chopés sur les BBS, ancêtres de télécharger.com, et autres newsgroups, ancêtres de Reddit, grâce à leur connexion internet parisienne de luxe fulgurante à 28 800 kilobits par seconde, pour ne pas que leur lecteur ait à le faire. En 1995, souscrire aux autoroutes de l'information coûtait à peu près un rein, un foie et un nouveau-né par an à sacrifier pour Satan. Investissement que peu de particuliers pouvaient supporter à moins d'être un... Et je suis pas sûr qu'ils avaient même la logistique pour fournir des nouveau-nés, ceux-là, tiens. Ce seront le plus souvent des développeurs semi-professionnels qui encouragent la distribution à tire-larigot de leur production, parfois en version complète, à la seule condition que leurs utilisateurs les payent en retour s'ils sont satisfaits du programme. C'est ainsi que de tels logiciels sont appelés des shareware. Si aux États-Unis la majorité a tendance à jouer le jeu, ce n'est pas le cas des utilisateurs européens. Vous savez, il serait peut-être temps de me payer vu que vous utilisez mon logiciel. Alors? Cette vidéo se focalisera surtout sur les programmes envoyés par les lecteurs, les interfaces des CD et quelques logiciels plus gros. Pour un programme plus exhaustif, je pourrais peut-être réactiver mon compte Twitch, et j'ai de quoi faire avec une trentaine de CD. Mais comme vous le voyez, j'ai surtout des CD issus de Science et Vie Micro Macintosh, ou SVM Mac. Mais j'ai aussi Golden, et même des CD axés sur la culture. Cela dit, le souci, c'est que selon la qualité de codage de ces programmes, les résultats sont assez aléatoires. Et donc, je me suis retrouvé à tester ces CD sur 4 Macintosh différents. Un Power Mac G4, le plus puissant pour faire tourner les programmes sous macOS 9, le dernier système d'exploitation classique pour Macintosh, un LC475, un modèle assez courant pour l'époque car c'était le moins cher des Macintosh avec une puissance convenable pour le coût d'un moyen, un Macintosh 2VX pour les très vieux programmes qui se sont arrêtés au Macintosh SE de 1987, et un PowerBook G4 quand rien ne va plus. Et encore, je viens de récupérer un Power Macintosh G3, parce que je le peux. Mais avant d'explorer les CD, il faut que je m'occupe du LC475 qui a la fâcheuse manie de gratter bruyamment. C'est alors que dans un premier temps, je branche un BlueSCSI à la place du SCSI 2SD qui s'y trouvait, afin d'y copier de façon grasse le contenu du disque mécanique. Puis je remplace le disque dur mécanique par le BlueSCSI en faisant gaffe à changer la numérotation des disques, puis le SCSI 2SD, et oh les jeunesses!
on va explorer une partie des CD avec le premier, le CD numéro 1 de SVM Mac. Comme la pochette l'indique, ce CD est bourré de 600 mégaoctets de programmes plus ou moins originaux, et déjà quelques réalisations issues de notre bon terroir français, comme ce jeu de labyrinthe réunionnais. Allez, salut! On notera également la présence de cette animation basée sur les Power Rangers et qui rappelle furieusement les animations Flash qu'on pouvait trouver au début des années 2000. Ce n'est pas vraiment un jeu, mais plutôt une animation qui donne l'illusion aux très jeunes enfants de combattre les ennemis. You are my sunshine, you make me happy. When skies are gray, you never know. Oh, c'est mignon. Ou alors Argos, un jeu d'aventure qui se passe en Grèce où on doit retrouver des artefacts historiques. Ou bien peut-être que le programmeur a trouvé le moyen de transformer ses photos de vacances en enquête policière, allez savoir. Il y a bien des trucs intéressants comme Star Trek 25th Anniversary, mais ça c'est une autre histoire, et on va donc passer au second CD. Là, cette fois, l'équipe rédactionnelle a mis au point une interface de navigation qui se fait curieusement au moyen d'Acrobat Reader. Ok, je fais quoi? Ah oui, cliquez sur la télé. C'est l'occasion de voir des documents d'époque, comme la présentation de la pipine, ou bien des premiers clones de Macintosh. Également, le premier Macintosh hybride avec carte fille PC qui peut lancer Windows 3.1, et où on se rend compte que celui qui a fait les transferts vidéo s'est emmêlé les pinceaux avec le PAL et le NTSC, ce qui me donne une voix de Tamia, ce représentant d'Apple. Bonjour, je suis Jean-Éric Garnier d'Apple France et je vous invite à visiter la carte mère du Performa 630 DOS compatible. Et évidemment, en 1995, c'est l'avènement du multimédia. Et pour appâter le chaland, quoi de mieux que de mettre des bandes annonces comme au cinéma, mais sur les écrans des Macintosh. Mais au format timbre-poste au dongle, la censure de YouTube veille, donc pas de bande annonce de Forrest Gump. Désolé. Aussi, le public informaticien étant composé de... Quoi de mieux pour émoustiller les esprits qu'une police de caractère pornographique? Non. En ce qui concerne les jeux, il n'était pas évidemment prévu pour des processeurs de 933 MHz, ce qui conduit donc à des aberrations comme ce jeu de ski. Autre type de programme qui était en vogue en 1995, les navigateurs web Gopher, norme concurrente de HTTP. La redevance exigée par l'université du Minnesota aura été un beau vidage de Gatling dans le pied. De plus, les sites HTTP étaient bien plus beaux pour l'époque, avec par exemple le site d'Apple en 1995. Dommage que celui qui a fait le capteur d'écran n'a pas attendu que la page se charge complètement et qu'il ne vide pas de temps en temps la poubelle du système, et moi ça me chafouine quand on laisse la poubelle pleine. Pendant ce temps, Microsoft avait un peu plus de mal en matière de design, et même pour 95, le site est un peu pas terrible. Pour finir, une illustration des difficultés que j'ai eu à parcourir ce CD, où la visionneuse d'images n'aime pas macOS 9, ce qui me conduira très souvent à appuyer sur le bouton Reset. Alors, où je clique? Non, 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 non. Alors je veux bien qu'en 95, les nouvelles capacités graphiques des ordinateurs permettent de faire de beaux designs conceptuels, mais en ce temps-là, l'ergonomie devait être certainement un truc qui devait avoir un rapport avec la... Ah non, ça c'est la gastronomie ça. Après avoir finalement appuyé sur la flèche droite pour passer cette page mystique, c'est l'occasion de découvrir comment rajouter de la mémoire vidéo sur son LC475 sans éclairage, ou bien encore la télécommande pour regarder les 6 chaînes de télé sur son Macintosh. Un jeu se démarque, Bebop 2, qui est un casse-briques presque classique, si ce n'est que le jeu décide quand on peut se téléporter après avoir détruit un certain groupe de briques. Un jeu avec également des tests de collision bizarres, et dont l'habillage sonore pille Star Trek entre autres. Je suppose que SVM Mac a reçu bon nombre de complaintes de ses lecteurs vu que la plupart d'entre eux n'arrivaient sans doute pas à passer ses pierres translucides. Et donc, le studio qui a fait ce programme a révisé ses tablettes et propose maintenant quelque chose de bien plus direct. C'est également l'occasion de découvrir ce truc nouveau qui est Internet. Et pour cela, tout un diaporama a été élaboré pour l'expliquer aux gens. Et notamment expliquer pourquoi il ne s'ouvre qu'en France qu'à partir de 1994. Pendant longtemps, Internet en France est resté cantonné aux seules grandes écoles et universités. C'est seulement depuis l'été 94 qu'Internet est véritablement accessible au grand public en France. Alors premièrement, tu vas arrêter de bouffer le micro, et deuxièmement, tu n'expliques absolument pas pourquoi Internet ne se restreint plus aux universités. Ici, on explique quelque chose de plutôt inhabituel pour l'époque. L'adjonction d'une carte supplémentaire dans son ordinateur. Contrairement à la vidéo dans la pénombre du LC475, celle-ci est bien éclairée. Bravo SVM. Le shareware le plus remarquable est cette ressuscité de Qbert, renommé ici Bert.
Oui, bon, c'est Qbert. C'est également le premier CD qui propose un CV interactif, et pour des raisons de vie privée, je ne divulguerai pas le nom de cette personne, pas plus que ses coordonnées qui doivent être maintenant obsolètes de toute façon. On y apprend que cette personne a obtenu un bac en technique commerciale, le bac G3, et a fait une formation en infographie bien générique, bien vague 5 ans plus tard. Et c'est tout. Son expérience? Il s'est fait exploiter par sa boîte en créant tous ses visuels, mais avec une rémunération de stagiaire. Et c'est tout. Alors je veux bien que tu cherches un emploi, mais tu cherches quoi comme poste? Tu ne files même pas un portfolio. Avez-vous déjà vu Le pire clone de Space Invaders au monde? Voici Destroy Them, un jeu où on incarne le vaisseau Enterprise qui ne respecte pas les droits d'auteur, et il faut détruire 4 icônes qui ne respectent pas les droits d'auteur non plus. Les déplacements sont atroces, et les arrière-plans absolument horribles au point de cacher les projectiles, et comble du comble, l'air de jeu est de la taille d'un timbre-poste. J'ai besoin de me défouler sur autre chose, là. Ah, c'est mieux. Chants anciens de la vigne et du vin. Longue vie au Coca-Cola. On enchaîne sur une application surprenante, une interface qui imite MS-DOS et qui prend la place du Finder, le tout codé par un jeune programmeur de 14 ans. Un CD un peu spécial qui propose de visiter le CNIT de la Défense à l'occasion d'Apple Expo 95, au moyen d'une visite virtuelle. Attention à ne pas avoir un processeur trop puissant, sinon... Oui. Et c'est ainsi qu'on vadrouille de couloir en couloir, tout en découvrant des objets VR, qui sont en fait des objets photographiés en Watt 1000 exemplaires à 360 degrés. Mais c'est en voyant la gamme Macintosh de 95 qu'on se rend compte qu'Apple avait de gros problèmes. Regardez toutes ces machines à la pomme, quasiment identiques les unes par rapport aux autres. Signale aussi la présence de programmes qui font le décompte des jours restants avant l'an 2000. Mais on est en 2023, donc les résultats partent un peu dans le décor. Voulez-vous jouer à... Il a été codé par nom, adresse, chef de patrouille et ville. C'est un clone de Motus. Perdu. Où l'on découvre Jean-Louis Gasset, ancien PDG d'Apple, qui nous présente son système d'exploitation BIOS et la B-Box. Rien à voir avec Bouygues Télécom. Le problème, c'est qu'en 1995, l'Amiga et l'Atari ST ont été relégués au rang de reliques, et Apple et les PC ont des capacités multimédia de plus en plus accessibles au commun des mortels. Le résultat est évident, la B-Box meurt rapidement, faute de soutien des éditeurs de logiciels, BIOS n'est plus officiellement maintenu, et seuls des passionnés sortent des bêtas en 2022. La petite perle. Cet extrait de spectacle où les Deschiens s'appelaient encore les Deschamps, mais on retrouvait déjà sur scène François Morel et Yolande Moreau. Pour finir, SVMac fait la part belle à un jeu de démonstration appelé Bugs Bunny, et qui est un lapin, qui pose dans des cercles à la Warner Bros. Et tout ça pour un clone de Boulder Dash. En 95, please. Mais assez parlé de SVMac pour le moment, et regardons du côté de la culture. En effet, c'est très conceptuel, et à la fois digne de la conception de la culture chez les bobos de l'époque. Et avant de continuer, je demanderai aux épileptiques la chose suivante. Cassez-vous! Car oui, les images qui vont suivre vont provoquer des crises d'épilepsie en raison du processeur trop puissant pour 95. Je ne vous l'avais pas dit? Ce CD a été sponsorisé par EDF, qui veut bien faire comprendre l'importance de l'électricité et des avancées techniques, mais il aurait fallu comprendre l'anglais avant de choisir une musique d'illustration. Ici, on a trouvé une chanson qui hurle « La science !» avec un bon beat, super. Le problème, c'est que c'est un extrait d'une chanson de George Clinton, Just Say Ding, qui dit précisément les choses suivantes. En gros, une chanson plutôt hostile à la science. Bien joué EDF. Un CD également sponsorisé par les 3 Suisses et qui fait la part belle aux visites virtuelles, si possible avec un casque. Imaginez donc faire vos courses dans un supermarché, avoir la gerbe et vous vautrer au milieu des paquets de Special K de Kellogg's. Le turfu. Mais écoutons ce qu'a à dire Nicolas Bordas, le directeur de l'agence BDDP en 95.
Les distributeurs traditionnels vont bien sûr devoir évoluer en intégrant les possibilités nouvelles offertes par les technologies de l'information. Non, désolé, l'application en plein écran est trop flippante et ça détourne mon attention, donc c'est bon, on arrête là. Nouvelle sponsorisation. France Télécom et la publicité pour le tatou. Pour les plus jeunes, le tatou était un appareil qui n'affichait que des chiffres. Le but était d'attirer l'attention de son porteur pour lui dire de le rappeler à partir d'une cabine téléphonique. Un concept assez vite supplanté par ces choses-là. Là où ça devient remarquable, c'est que les publicités pour le tatou ont été mises en scène par rien de moins que Christophe Salengro, notre président de Groland. En revanche, j'aimerais savoir comment le brainstorming en est arrivé à greffer des trompettes sur les bustes des danseuses. Hop. On tourne un documentaire sur les pubs tatou là, donc t'es pas censé te mettre en valeur. Retourne jouer à la baballe avec ta bécasse. Et pour finir, un jeu vidéo tout en 3D. Nanosaur de Pangea Software. Une exclusivité Macintosh, FUS en 640 par 480. Avec très certainement le seul tableau des high scores au monde qui file le vertige. Et que je laisse ici pour voir si vous aussi vous avez mal à la tête en regardant ça. Ok, ça n'a pas l'air mal, mais avançons un peu pour voir. Ok, les déplacements sont buggés, ça va être fun de déplacer ce dinosaure. Le but est de récupérer des œufs tout en détruisant la faune contemporaine dans la joie, la bonne humeur et les lasers. Malheureusement, les déplacements et les tests de collision font que cette mission est impossible, et la sentence est irrévocable. Un diaporama montrant la météorite fatale qui tuera tous les dinosaures. Et ce sera tout pour le moment. La suite se fera sur Twitch, sur plusieurs sessions. En attendant, je vais continuer à explorer ces CD à tête reposée et... Abonne-toi et fais sonner la cloche. Rejoignez-moi sur Discord et suivez-moi sur Mastodon. Mais pas trop précisé dans la rue.